Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à cette conférence virtuelle qui a pour thème à la découverte de métiers méconnus. Cette conférence vous est proposée par la Haute École Libre de Bruxelles, Ilia Prigogine. Des représentants de notre Haute École vont donc aborder 6 professions différentes. Vous connaissez certainement le nom de certaines d'entre elles sans en connaître toutes les spécificités et vous n'avez peut-être aucune idée de ce que représentent d'autres. Écologue social, ergothérapeute, orthoptiste, hygiéniste bucco-dentaire, podologue ou encore électronicien appliqué, nous allons donc vous éclairer sur ces métiers qui sont souvent pourvoyeurs d'emplois et proposent des débouchés assez variés. La Haute École Libre de Bruxelles, Ilia Prigogine, propose par ailleurs différents bacheliers en 3 ans, permettant de vous spécialiser dans ces différents domaines. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des métiers de l'électronique. Je me présente pour ma part, je suis enseignant à la Haute École Libre de Bruxelles, la HELB. Je participe en collaboration avec la Haute École Francisco Ferrer à la formation de bachelier en électronique, une formation professionnalisante dont l'objectif est de préparer les étudiants aux différents métiers de l'électronique. Outre le fait que ce domaine génère une multitude de métiers diversifiés et passionnants, il faut signaler qu'il est sujet à pénurie, à une forte pénurie en termes de personnel qualifié, ce qui fait de la formation en électronique un investissement fiable en termes de sécurité d'emploi. Pour aller plus loin dans cette description, je vous propose de diviser les différents métiers en 3 filières distinctes, 3 filières qui sont présentes dans l'industrie. La première filière est la filière de la recherche et du développement. Dans cette filière, nous allons retrouver les différents métiers de conception de systèmes, de test, de validation et de qualification de prototypes. Une fois que ces systèmes sont définis et établis, ils passent en production, c'est notre deuxième filière, dans laquelle nous allons retrouver des métiers d'assemblage, de câblage, de test, de validation. Et au final, une fois produits, les systèmes sont mis à disposition des clients. Nous allons vers notre troisième filière, la filière de support. Support à l'installation, support à l'exploitation, à la maintenance et à la réparation des systèmes. Au niveau des secteurs, de nombreux secteurs sont concernés par les métiers de l'électronique. Citons les trains, le secteur du ferroviaire, le secteur de l'énergie, avec le nucléaire, mais aussi les énergies renouvelables que sont l'éolien, le solaire et l'hydraulique, le secteur de l'aviation, le secteur de l'automobile qui voit sa concentration en circuit électronique croissante avec l'arrivée des voitures électriques et de l'assistance à la conduite, l'industrie des composants électroniques, base élémentaire de tous les systèmes électroniques, le secteur médical avec ses systèmes de mesure, de contrôle et d'assistance, le secteur des télécommunications, l'Internet, le GSM, et au final, le secteur militaire. Alors ces métiers, on peut les diviser en 3 niveaux de maîtrise différents, commençant par le premier, le niveau ouvrier. C'est un niveau dans lequel on va retrouver des métiers principalement manuels, comme l'assemblage, le câblage, la réparation, le test et la validation de systèmes. Le second niveau est le niveau technicien dans lequel nous allons retrouver des métiers de réparation, de test et de validation plus complexes, mais aussi de développement de systèmes. Et le troisième niveau, le niveau ingénieur, dans lequel nous allons retrouver des métiers de gestion de projet, de développement avancé, plus complexe et basé sur des technologies plus spécifiques, et des métiers de test et de validation. Revenons à notre filière. Commençons par la recherche et le développement. En recherche et développement, on voit principalement une forte concentration au niveau ingénieur. On est dans une filière qui privilégie la conception et qui demande un haut niveau de qualification. On y retrouve environ 30% de techniciens pour le test, la validation des prototypes, mais aussi pour le développement de systèmes, et une moins grande concentration d'ouvriers qui sont principalement là pour des tests plus élémentaires et pour surtout l'assemblage de prototypes.
Notre deuxième filière, la filière de production, alors là, on y retrouve une forte concentration des niveaux ouvriers pour l'assemblage, le câblage, le test et la validation de systèmes en production. On y retrouve aussi de nombreux techniciens pour le test et la validation, mais aussi le développement de bancs de test. Et on a aussi une présence moindre de l'ingénieur, principalement dans les métiers de supervision de processus de fabrication. Et dans notre dernière filière, le support, on a une forte présence du technicien. Il faut savoir que le support génère des métiers qui sont mobiles. On a beaucoup d'interventions sur site chez le client, à l'étranger ou en local. Donc ces techniciens sont là pour fournir un support sur les différentes phases que sont l'installation, l'exploitation, la maintenance et la réparation. On a aussi une présence des ingénieurs pour le support de plus haut niveau et une forte présence ouvrière aussi, équivalente à celle de l'ingénieur, pour tout ce qui est support à l'installation principalement. Voilà, je vais terminer cette présentation par quelques exemples de métiers en électronique. Citons un premier métier, technicien de test en électronique. On le retrouve dans les trois filières, le test étant présent en recherche et développement sur les prototypes, en production sur les systèmes en bout de ligne de production et sur site pour tout ce qui est support de maintenance et de réparation. Le technicien de développement, on va principalement le retrouver dans la filière de recherche et de développement pour les développements des systèmes électroniques et aussi en production pour les développements de bancs de test. L'ingénieur d'études en électronique, on le retrouve principalement dans la filière de recherche et de développement. Il va plus agir au niveau de la définition d'une architecture système. Le chef de projet en électronique, il va superviser les projets en électronique, les projets de développement principalement, au niveau budgétaire, au niveau des plannings, au niveau de la relation au client. Le monteur réparateur de cartes électroniques sera principalement présent, lui, en production. Le câbleur en électronique sera principalement présent en production, mais aussi en recherche et développement pour le montage de prototypes et en support pour l'installation de systèmes sur site. Et le technicien d'installation, de maintenance et d'assistance technique en électronique, lui sera principalement présent dans le support pour l'installation, la maintenance et la réparation des systèmes installés. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. J'espère qu'elle vous sera utile pour la sélection de votre formation. D'ici là, je vous souhaite une future carrière intéressante et diversifiée et je vous dis peut-être à bientôt. Merci. Voilà, moi je vais vous parler du métier d'hygiéniste bucco-dentaire. Alors, vous ne connaissez probablement pas ce nouveau métier, ce nouveau nom. Hygiéniste bucco-dentaire, c'est un professionnel qui va vraiment s'axer sur les soins préventifs bucco-dentaires. Donc, c'est vraiment un métier, on va dire, de l'avenir, puisqu'aujourd'hui, je pense que en tout cas en médecine dentaire, en médecine générale, la prévention, c'est aussi devenu un facteur qui est très important et à vraiment considérer dans la prise en charge des patients. Alors, hygiéniste bucco-dentaire, c'est un nouveau métier en Belgique, mais ce n'est pas un nouveau métier en soi, puisque c'est un métier qui a déjà plus de 100 ans. Dans certains pays, ce métier existe vraiment depuis de nombreuses années, est très très bien établi. Il y a des associations, des instances internationales. Donc voilà, la Belgique est un des derniers pays à rejoindre la grande famille des hygiénistes dentaires ou hygiénistes bucco-dentaires. Et donc voilà, c'est un très très chouette métier maintenant qui se profile en Belgique. Alors, qu'est-ce que c'est que les soins de prévention, les soins de prophylaxie? Ce sont des soins qui vont en fait permettre d'éviter l'apparition de certaines maladies. Ça veut dire que dans la sphère bucco-dentaire, on va par exemple s'intéresser à aider les patients à éviter d'avoir des maladies bucco-dentaires telles que les caries, les maladies de gencives, des cancers dans la sphère oropharyngée. Ça peut être des conseils d'alimentation, de sevrage tabagique, ça peut être autour de l'éducation des enfants, etc. Donc, c'est vraiment la prise en charge du patient, l'éducation à la santé bucco-dentaire pour l'aider à éviter de voir de nouvelles maladies s'installer dans sa sphère buccale.
Alors, quels sont les actes que les hygiénistes bucco-dentaires peuvent faire? Alors déjà, ces actes sont assez larges parce que l'hygiéniste bucco-dentaire est donc un professionnel de la santé bucco-dentaire qui a vraiment une formation qui est avancée et donc qui est capable de pouvoir vraiment collaborer avec le dentiste pour l'aider dans la prise en charge des patients en faisant déjà une première partie des soins, en faisant une première partie de l'état des lieux. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à dire parce que c'est vraiment un professionnel qui est qualifié. Donc, il y a l'étape du bilan de santé. Donc, ça veut dire cartographier l'état de santé de la bouche du patient. Voilà, repérer tout ce qui va bien, tout ce qui va peut-être moins bien. Du coup, pouvoir analyser quels sont les vrais besoins du patient et pouvoir lui offrir des soins qui sont vraiment personnalisés, qui sont vraiment voilà, axés vers ce qu'il a vraiment besoin pour éviter l'apparition de maladies ou voilà, d'aider à guérir ce qui est déjà présent en bouche. Donc ça, c'est vraiment un rôle qui est très important. C'est une étape qui prend du temps, parfois que les dentistes n'ont pas toujours l'occasion de faire complètement, assez profondément. Et donc c'est là que l'hygiéniste bucco-dentaire a vraiment son rôle à jouer, c'est qu'il a vraiment cette étape voilà, ce rôle de pouvoir vraiment prendre en charge cette cartographie qui est très, très, très importante. Ensuite, il y a des soins qui sont un petit peu plus curatifs. Ça va être de traiter les problèmes de gencive. La gencive, c'est vraiment la base du château de cartes dans la bouche. Une gencive, elle doit être en bonne santé. Donc là, on va pouvoir vraiment travailler autour de l'éducation au brossage, aussi encore une fois personnalisé, tout ce qui est détartrage pour permettre à la gencive de retrouver un état de santé qui est bon. Ces détartrages peuvent être sous-gingivaux, ça veut dire des détartrages qui sont profonds, qui sont un petit peu plus avancés. Et donc là, le dentiste va vraiment pouvoir avoir un beau travail qui va être dégrossi pour lui permettre de travailler aussi dans des bonnes conditions quand il doit faire des soins plus avancés. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration avec le dentiste et ça se passe au cabinet dentaire. Ça peut aussi se passer dans des hôpitaux, ça peut aussi se passer dans des maisons de repos. Donc, ça, c'est un petit peu les zones où l'hygiéniste dentaire va pouvoir travailler. Dans les autres soins qu'on peut faire, il y a des scellements de puits et fissures. Ça, c'est un acte qui permet en fait de boucher la surface des dents et qui permet d'éviter l'apparition de certaines caries chez des enfants qui ont des dents qui seraient potentiellement à risque. Donc ça aussi, c'est dans la prévention de l'apparition de ces maladies bucco-dentaires. Ça fait partie des actes que l'hygiéniste dentaire peut faire. Alors, voilà, donc ça, c'est vraiment ce type de soins qui est vraiment axé sur le dégrossissage aussi de certains actes que le dentiste, comme ça, n'a pas besoin de réaliser pour qu'il puisse aussi se concentrer sur des actes qui sont beaucoup plus techniques. Et donc c'est vraiment cette collaboration qui est très productive et vraiment, voilà, on est vraiment en interaction permanente. Donc ça, c'est vraiment je voudrais juste stipuler que c'est pas tout à fait donc la même chose que d'être une assistante dentaire, puisqu'une assistante dentaire, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir assister le dentiste au moment de ses actes, tandis que l'hygiéniste bucco-dentaire, il va travailler de manière plus indépendante, mais va collaborer à tout un tas de moments de la journée avec le dentiste pour travailler autour du diagnostic ou de la prise en charge ou du plan de traitement d'un patient voilà, pour sa santé bucco-dentaire. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que l'hygiéniste bucco-dentaire va travailler. Au niveau des secteurs où on peut travailler l'hygiéniste bucco-dentaire, dans les secteurs d'activité, on va retrouver donc effectivement le cabinet dentaire, ça reste le lieu principal où l'hygiéniste bucco-dentaire va interagir avec les patients et collaborer avec les dentistes. Il y a également tout ce qui est home pour personnes âgées, où là encore une fois, les soins pour personnes âgées sont assez spécifiques et on a vraiment besoin de garder des dents en bonne santé tout au long de sa vie. Et donc là, c'est aussi un endroit où l'hygiéniste bucco-dentaire peut interagir avec ses patients, avec le personnel soignant. Donc ça, c'est aussi un endroit tout à fait clé, important. Les écoles, apprendre aux enfants à prendre soin de leurs dents, travailler autour de l'alimentation, c'est aussi encore une fois le travail de l'hygiéniste bucco-dentaire. Puis on sera peut-être plus dans une approche éducative, mais voilà, les écoles, c'est aussi un lieu très intéressant. Les professionnels avec qui l'hygiéniste bucco-dentaire vont interagir, ce sera assez varié en fonction justement du lieu dans lequel elle va travailler. Bien sûr, il y a tout ce qui tourne autour de l'équipe de la médecine dentaire, les dentistes, les stomatologues, les chirurgiens maxillofaciaux. Et on peut également retrouver le médecin généraliste. On pourrait retrouver
des orthophonistes. On pourrait aussi retrouver des personnes qui vont travailler sur la logopédie, sur par exemple, les enseignants. Si on travaille dans une école, on va collaborer avec des enseignants. Voilà, donc c'est vraiment très varié en fonction du lieu. On va se spécifier, on va collaborer avec tout un tas d'autres professionnels de la santé ou de l'éducation. C'est vraiment un métier très riche en termes de collaboration professionnelle. Au niveau des débouchés, alors les débouchés sont absolument excellents puisque comme c'est un nouveau métier et que ce métier était fort attendu sur le marché du travail, il y a énormément aujourd'hui de cabinets dentaires qui souhaitent intégrer l'hygiéniste bucco-dentaire dans leur équipe de façon à augmenter la qualité des soins, de pouvoir proposer aux patients plus d'accès aux soins préventifs, plus de temps aussi pour donner cette information, pour faire cette éducation à la santé bucco-dentaire. Donc, la perspective d'emploi est, je pense, absolument excellente. Que ce soit dans les cabinets dentaires, mais aussi dans les hôpitaux, dans des structures telles que voilà, des organismes qui font de la promotion de la santé. Donc, il y a vraiment énormément de choses qui se font aujourd'hui et donc du travail, il y en a beaucoup. Bonjour à tous. Vous qui cherchez une profession dans le domaine de la santé, pourquoi ne pas s'orienter vers la podologie? Pour situer un petit peu la podologie dans le domaine de la santé, je dirais que c'est une profession paramédicale au même titre que toutes les autres professions paramédicales telles que la kinésithérapie, l'ergothérapie et plein d'autres. Bien évidemment, le podologue travaille en étroite collaboration avec tous ces métiers, aussi bien les médecins généralistes, orthopédistes, rhumatologues, que les kinésithérapeutes, ostéopathes, ergothérapeutes, infirmiers, infirmières, notamment dans des services spécialisés au sein des hôpitaux, aux soins des cliniques du pied pour patients diabétiques, entre autres. Un métier qui comporte différentes facettes. Donc, la première facette est une facette plus biomécanique avec tout l'apprentissage de la confection des semelles fonctionnelles, aussi bien pour les patients sportifs que pour les patients diabétiques, que pour toute catégorie de patients avec des problèmes aussi spécifiques et aussi différents que les hallux valgus, les épines calcanéennes, les aponevrosites plantaires, les tendinopathies, tendons d'Achille, tendons rotuliens et autres. Donc c'est vraiment une profession qui s'intéresse à tous les aspects biomécaniques de la personne. Donc, c'est à partir du pied qu'on va pouvoir traiter plein de problèmes qui peuvent remonter aussi bien au niveau de la cheville, du genou, des hanches que du bas du dos. Il est évident que beaucoup de lombalgies, par exemple, ont une cause au niveau du pied, par exemple les pieds plats, les pieds creux, qui nécessitent des corrections pour pouvoir redonner une fonction normale au niveau du pied, pour pouvoir créer un amortissement correct. Donc, les domaines sont variés et, comme je l'ai dit, on peut aller dans tous les domaines sportifs, aussi bien dans les sports connus comme le foot, bien évidemment, l'athlétisme, le tennis, mais également dans des sports qui sont un peu plus méconnus, comme le badminton, le squash et ainsi de suite, où il y a des possibilités de correction à faire. Les semelles sont bien sûr à différencier des simples semelles orthopédiques classiques qui sont des soutiens de pied. Ici, on va bien évidemment pouvoir jouer sur des examens qui sont tout à fait différents, à savoir une analyse biométrique, une analyse donc de prise de mesure, une analyse de la marche et de la course qui sera faite soit grâce à des moyens informatiques comme des plateformes de force, comme des systèmes de capteurs embarqués via des semelles qu'on met dans les chaussures, soit via des tapis roulants et maintenant de plus en plus avec des tapis roulants où la plateforme de force est intégrée. On filme bien évidemment sur différents aspects, face, dos, profil. On peut même filmer dans certains laboratoires avec 6 ou 7 ou 8 caméras. Donc, c'est vraiment le moyen le plus précis pour avoir une analyse globale du patient et de pouvoir rectifier un maximum de choses, un maximum de problèmes qui peuvent se poser lors de la marche et de la course. Bien sûr, les semelles sont adaptées pied par pied, sur mesure,
Et donc, une semelle gauche ne sera jamais une copie de la semelle droite puisque nous avons rarement deux pieds totalement identiques. Les domaines, comme je l'ai dit, sont variés, que ce soit au niveau de la podologie sportive, aussi bien pour monsieur et madame tout le monde, pour des problèmes spécifiques liés à des soucis orthopédiques, mais aussi notamment chez les enfants, où il est très très important de pouvoir prendre les enfants de manière précoce, à savoir que la marche étant acquise aux alentours de 7 ans plus ou moins, il est évident que plus tôt on peut voir les enfants en consultation, plus tôt on peut agir et plus tôt on a de correction. Et évidemment, bien entendu, à partir de là, on aura plus de chances pour pouvoir corriger un maximum de choses jusqu'à la fin de la croissance. Donc ça, c'est vraiment en gros pour l'aspect biomécanique des choses. Une des autres parties de notre profession est tout ce qui est lié aux soins du pied, que ce soit au niveau des ongles, au niveau de la peau. Donc bien sûr, on ne va pas ici faire un étalage de toutes les pathologies qu'on peut traiter aussi bien en soins qu'en dermatologie, mais pour résumer, je dirais que tout ce qui est problème d'ongles incarnés, problème de durillon, problème de corps, tout ça, ce sont des choses qui sont traitées chez les podologues dans des milieux bien évidemment stériles, à savoir avec chaque fois des instruments qui sont stérilisés, dans des conditions d'hygiène qui sont bien évidemment au top. Et la preuve en est, c'est que pour différencier par exemple des simples soins de pédicurie, lors de ce confinement, les podologues étaient les seuls à pouvoir travailler pour pouvoir soigner les patients en termes de soins de pied. Donc, le domaine paramédical est important et il est évident que on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec la santé des gens. Les podologues vont également s'occuper de tout ce qui est appareillage pour les ongles, notamment des orthonixies qui sont en fait comme des fils dentaires mais, pour les appareils dentaires, mais qui sont des fils pour corriger l'ongle et non pas les dents. Mais le principe reste le même. Même chose au niveau des appareillages en silicone, donc des orthoplasties pour le terme technique, qui vont permettre de corriger et ou protéger certains orteils, notamment pour les griffes d'orteils, les orteils en marteau, voire même on fait des contentions nocturnes pour tout ce qui est hallux valgus notamment. Un des domaines qui est vraiment très très important dans le cadre de la podologie, c'est évidemment le domaine pour les patients diabétiques qui présentent souvent des soucis au pied. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup de podologues travaillent dans des cliniques spécialisées en diabétologie pour pouvoir travailler en étroite collaboration avec les endocrinologues, avec les infirmières, les infirmiers en soins de plaie et toute une équipe pluridisciplinaire. Donc ça, c'est vraiment un des champs d'activité les plus importants du podologue. Avec ça, je pense pouvoir faire un petit tour général de la profession du podologue. Et bien évidemment, si les études vous intéressent, la formation est donnée donc en cours de jour sur le campus Erasme à la Haute École Prigogine, donc la HELB Ilia Prigogine, où vous pourrez suivre un cursus de 3 années, donc en cours du jour, avec aussi bien des cours théoriques que pratiques et des stages dès le milieu de la 2e année, donc un aspect pratico-pratique très très rapidement présent dans cette formation. Donc n'hésitez pas à venir consulter la page web de la Haute École Prigogine pour de plus amples informations. Merci. Alors, bonjour à tous. Je suis Marion Laurent, je suis orthoptiste à l'hôpital Erasme à Bruxelles. Et je suis là aujourd'hui pour vous expliquer qu'est-ce que l'orthopsie, qu'est-ce que le métier d'orthoptiste, qui est très peu connu en Belgique.
Donc, l'orthopsie, déjà, ça signifie littéralement l'œil droit et ça provient étymologiquement du mot grec ortho qui signifie droit et du mot grec opto qui signifie la vision. Donc, l'orthopsie, c'est une profession paramédicale qui vise à dépister, explorer et analyser des troubles de l'œil et des troubles du système visuel. Cette profession, elle consiste aussi à traiter certains de ces troubles dans la mesure du possible par de la rééducation et par de la réadaptation. Alors, l'orthoptiste, donc, il travaille dans le domaine des soins oculaires, auprès et en étroite collaboration avec l'ophtalmologue. Il contribue au diagnostic des anomalies de la vision et des anomalies du système visuel. Il réalise de l'exploration fonctionnelle, mais il va aussi réaliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la rééducation et de l'adaptation ou réadaptation quand c'est possible. C'est vraiment un métier très complet. L'orthoptiste, il exerce une ou plusieurs spécialités. Il peut choisir. Alors, je vais essayer de vous citer à peu près toutes les spécialités de l'orthopsie. Donc, il peut réaliser notamment des dépistages visuels dans les crèches et dans les écoles pour savoir si les enfants voient bien, s'il y a un strabisme, une anomalie de la vision 3D, par exemple. Il peut réaliser de l'aide à la consultation aussi auprès de l'ophtalmologue. Et alors, on dit qu'il est assistant technique en ophtalmologie. Il aide au diagnostic des pathologies ophtalmologiques. Donc, il peut aussi apporter une assistance au bloc opératoire auprès de l'ophtalmologue chirurgien. Il peut analyser les déséquilibres oculomoteurs tels que des strabismes, des paralysies oculomotrices, des syndromes de restriction des muscles de l'œil, des instabilités de l'œil, des instabilités oculaires et encore beaucoup d'autres choses. Donc là, il va les prendre en charge par leur analyse et ensuite, quand c'est possible, par de la rééducation ou trouver des aides optiques, des adaptations pour régler le problème. Ensuite, il va aussi aider pour les plaintes oculaires de certains patients, telles qu'une mise au point difficile, des maux de tête en fin de journée ou une fatigue oculaire en fin de journée. Et donc, l'orthoptiste va essayer de savoir qu'est-ce qu'il a, pourquoi, et s'il peut apporter une aide par de la rééducation ou par une aide optique, par exemple. Il peut aussi participer au traitement de la vision chez les enfants qui ont une amblyopie. Donc, l'amblyopie, c'est une vision faible de l'œil. Et alors, l'orthoptiste va, par exemple, mettre un cache sur un œil pour faire progresser la vision de l'œil feignant. Voilà. Ensuite, il peut se spécialiser aussi dans les troubles neurovisuels chez les enfants et les adultes. Chez les enfants, ça va être par exemple des dyspraxies. Et là, l'orthoptiste interviendra pour le dépistage du trouble, mais aussi pour la rééducation auprès, si c'est possible, d'une équipe multidisciplinaire, avec ergothérapeute, logopède, neuropsychologue, psychologue, neuropédiatre, assistant social, etc. Il peut aussi se spécialiser dans le diagnostic des pathologies vestibulo-oculaires et à ce moment-là, il travaillera avec le neurologue et après avoir fait son analyse, il peut aussi proposer de la rééducation pour certaines pathologies, telles que les vertiges, par exemple, mais ça dépend quel vertige. Et l'orthoptiste, en finale, peut se spécialiser en basse vision et essayer d'apporter des aides optiques aux personnes malvoyantes pour améliorer leur quotidien. Voilà. Alors, l'orthoptiste, donc, grâce à toutes ces spécialités, il peut travailler dans des lieux différents. Il peut travailler, par exemple, dans un cabinet libéral, dans son propre cabinet libéral. Il peut travailler, sinon, dans un cabinet d'ophtalmologie privé, avec un ophtalmologue, donc, ou plusieurs. Il peut travailler dans un service hospitalier ou dans une clinique. Il peut être amené à travailler dans un centre de basse vision ou d'un centre de déficients visuels. Il peut aussi être amené à travailler dans des centres spécialisés pour les enfants avec troubles de l'apprentissage spécifiques. Et il peut travailler aussi dans un centre de dépistage visuel auprès des écoles et des crèches. Donc, l'orthoptiste, il peut choisir sa spécialité, son endroit d'exercice, mais il peut aussi choisir s'il va travailler en tant que salarié ou bien en tant qu'indépendant. Donc, c'est vraiment
c'est vraiment assez chouette de pouvoir avoir cette liberté d'exercice. Alors, les qualités qui sont requises pour un orthoptiste, je pense, si vous êtes intéressé. Donc, comme tout scientifique ou professionnel de la santé, l'orthoptiste doit être curieux, précis, rigoureux et méthodique. Il doit faire preuve d'une grande patience aussi, bien que la patience s'apprend aussi avec le temps, mais ça se travaille. Il doit aussi posséder de véritables qualités relationnelles et essayer d'introduire une relation de confiance avec son patient et donc être vraiment à l'écoute du patient et de ses problèmes. Je pense aussi que aimer travailler auprès des enfants ou aimer travailler auprès des personnes âgées, selon la spécialité, ça peut être requis, ça peut être un plus. Voilà, donc je vous ai à peu près décrit les différentes facettes du métier et on a besoin d'orthoptistes en Belgique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter un nouveau métier qui est celui d'écologue social, un métier très jeune, on va dire, qui a moins de 20 ans. Nous sommes deux enseignants de la HELB, Haute École Libre de Bruxelles, Ilia Prigogine. Donc ma collègue est Pénélope Fitzmann. C'est une enseignante en géographie, également coordinatrice des stages à la HELB dans la section qui permet de devenir écologue social. Pour ma part, je m'appelle Pierre Danse, je suis ingénieur chimiste au départ et j'enseigne la chimie de l'environnement dans la même section ainsi qu'une partie des enseignements de statistique. Alors, on va commencer par une petite illustration. Ici, c'est un potager urbain, on est en pleine ville. Donc, il s'agit d'un espace mis à disposition pour les habitants pour qu'ils puissent cultiver un lopin de terre. Alors, outre la production d'aliments, ça permet également d'avoir accès à un espace vert, d'avoir un certain rôle aussi éducatif vis-à-vis des plus jeunes. Et je dirais que ça, c'est un exemple typique de ce qui peut intéresser l'écologue social. Donc, ça se trouve véritablement à la lisière entre l'environnement et les personnes, les citoyens, les consommateurs, et tout ça dans une logique de transition écologique. Alors, d'abord, je vais essayer d'arriver ici à une définition de l'écologue social. Donc, c'est un travailleur ou une travailleuse sociale qui a pour mission d'accompagner la transition écologique. Alors, transition écologique, ça demande peut-être un petit rappel. Donc, si vous écoutez les médias, donc vous verrez qu'on parle régulièrement de changer nos habitudes énergétiques, de passer de plus en plus à des énergies renouvelables, d'améliorer nos pratiques en termes de déchets, de mieux recycler, de mieux récupérer les déchets. On parle également de faire attention à la question climatique, de changer pour cela nos habitudes de mobilité, nos habitudes d'alimentation. Bien, tout ça, ce sont des terrains où l'écologue social va véritablement jouer un rôle d'accompagnateur du public. Il faut bien se dire que cette transition écologique présente un certain nombre de contraintes pour l'usager, pour le citoyen. Parfois, elle coûte cher, parfois, elle demande d'investir dans des équipements coûteux. Parfois aussi, cette transition écologique s'accompagne de soubresauts dans les coûts de certains produits que nous consommons, comme notamment l'électricité, le chauffage. Et tout cela demande, dans pas mal de cas, une forme de travail social spécifique aux questions environnementales. Et donc, l'écologue social inscrit sa démarche à la fois dans une dimension sociale et dans une dimension environnementale. Il cherche à inscrire une dimension dans l'autre. Et son action peut aussi bien avoir lieu dans un environnement urbain, comme dans le potager urbain tout à l'heure, mais peut aussi avoir lieu dans un environnement plutôt rural. Alors, il s'agit justement de ne pas avoir une action, je dirais, technocratique, mais au contraire de travailler avec les gens. Et pour cela, l'écologue social sera particulièrement sensible aux aspects culturels de la transition, aux aspects familiaux, aux réalités qu'il peut y avoir dans les différents ménages, différents types de ménages. Il va être très sensible aux questions politiques, également aux questions économiques, et j'en oublie, également les questions juridiques vont également l'intéresser. En bas, vous avez une série de mots-clés qui sont très représentatifs de l'action de l'écologue social. On parlera d'intervention, de concertation, de supervision, de coordination de projet, de gestion, de formation, etc.
Pour donner des exemples plus concrets de lieux d'exercice de la profession d'écologue social, je vais donner la parole à ma collègue, Madame Fitzman. Donc, les écologues sociaux vont s'intéresser à toute une série de thématiques et vont travailler dans toute une série de secteurs qui vont allier à la fois les aspects environnementaux et les aspects sociaux. Pour en citer quelques-uns, ils vont travailler par exemple dans le secteur du logement, vaste secteur, le secteur de l'alimentation, le secteur lié de l'agriculture, le secteur de l'aménagement du territoire au sens large, l'éducation à l'environnement, la gestion des déchets, la mobilité, les espaces verts et encore toute une série d'autres secteurs. Donc, je vais maintenant vous citer une série d'exemples d'endroits où l'écologue social peut travailler. Et pour le choix de ces exemples, je me suis basée sur des endroits où réellement des diplômés en écologie sociale travaillent ou des endroits où des écologues sociaux ont fait des stages au cours de leurs études. Donc, par exemple, le premier secteur dans lequel les étudiants peuvent travailler, c'est le secteur au sens large associatif, toutes les associations, les ASBL. Par exemple, il peut travailler dans une ferme pédagogique. Ici, comme exemple, la ferme du parc Maximilien qui se situe à Bruxelles, au centre-ville, près de la station de métro Isère. Et il va y mener des animations sur des secteurs liés à l'environnement avec les enfants du quartier, avec les écoles communales de la ville de Bruxelles. Il va accueillir le public qui peut venir librement dans le parc, se promener, passer un peu de temps dans la nature. Un autre exemple d'association, une association de défense de l'environnement, c'est l'association Apis Riochella, qui va se servir des abeilles pour mener une action de communication en défense de l'environnement. Par exemple, pour promouvoir la politique qui a été décidée de zéro pesticide dans les espaces publics, en menant une gestion écologique des espaces publics, en faisant des animations avec tout public sur le thème des abeilles, de la biodiversité, etc. Dans le secteur associatif, les écologues sociaux peuvent travailler aussi dans des associations qui travaillent dans le domaine de la mobilité, notamment à la promotion d'une mobilité douce, donc promouvoir l'utilisation du vélo, favoriser l'utilisation des transports en commun, aussi penser aux piétons, tout ce qui concerne la mobilité et la politique de mobilité dans les différents types d'espaces. Alors, autre exemple, les associations dans le secteur du logement. Ici, comme exemple, une union de locataires. Donc, dans ces associations, les écologues sociaux vont y mener un travail social qui va, via un travail social, que ce soit un travail social individuel ou un travail social de groupe ou communautaire, essayer de trouver des solutions face à la crise du logement, crise très importante actuellement dans une ville comme Bruxelles, et permettre à chacun d'avoir un logement décent à un coût abordable. Donc, en aidant les personnes à voir quels sont les types de logements qui sont accessibles pour ces personnes auxquelles elles peuvent avoir accès, et en menant tout un travail de plaidoyer, notamment, par exemple, pour augmenter le nombre de logements sociaux sur Bruxelles, pour un contrôle des loyers, etc. etc. Autre secteur important, tout le secteur de l'aménagement du territoire, avec ici comme exemple l'association Interenvironnement Bruxelles. Il y a aussi Interenvironnement Wallonie qui existe comme association importante. Interenvironnement Bruxelles est une fédération des comités de quartier, comités d'habitants présents sur Bruxelles. Alors ici, comme exemple, un exemple récent, Interenvironnement s'est mobilisé avec d'autres associations et avec les habitants avec des habitants qui font partie de l'association du quartier Midi pour s'opposer à un projet de construction au-dessus de l'ancien tripostal qui est près de la gare du Midi, où il y a eu une demande pour construire en hauteur sur ce bâtiment pour faire un grand hôtel au-dessus du bâtiment qui va être récupéré par la SNCF pour fournir
un exemple parmi d'autres. Un écologue social va pouvoir aussi travailler dans le domaine de la gestion des déchets. Ici, comme exemple, l'association Worms, qui va travailler pour essayer de promouvoir le compost et le compostage, par exemple, en mettant en place dans les quartiers des composts collectifs. Pour les personnes qui n'ont pas de jardin, ils peuvent se rendre alors dans des composts collectifs dans le quartier, et c'est l'occasion aussi de faire toute une série d'activités dans ces espaces où se trouve un compost collectif, et ça permet de promouvoir aussi la vie de quartier et les liens sociaux entre les différents habitants. Alors, deuxième gros secteur dans lequel les écologues sociaux peuvent travailler, le secteur public. Alors ici, premièrement, comme exemple, les CPAS. En particulier, dans les CPAS, les écologues sociaux peuvent travailler dans les services énergie, qui vont lutter pour essayer de diminuer la précarité énergétique, c'est-à-dire aider toutes les personnes qui ont des problèmes avec leurs factures d'énergie ou d'eau, soit en intervenant par rapport à ces problèmes de facture, ou en faisant tout un travail dans le logement avec les habitants pour essayer de trouver des causes, des fuites d'eau, des problèmes qui peuvent être résolus pour essayer de diminuer la consommation énergétique ou d'eau des habitants. Les étudiants, les diplômés en écologie sociale peuvent également travailler dans les administrations régionales, que ce soit l'administration régionale de l'environnement, grosse administration bruxelloise, Bruxelles Environnement, ou l'administration de l'environnement en Wallonie ou en Flandre. Autre exemple, ici l'administration, l'agence Bruxelles Propreté. Donc les étudiants peuvent y travailler, peuvent faire leur stage ou après travailler au service animation, par exemple, à Bruxelles Propreté, ou ici, comme exemple, le nouvel espace Recyca, qui a été créé par Bruxelles Propreté pour permettre à toute une série d'associations qui vont s'installer pour faire du recyclage ou de la récupération pour réutiliser les déchets. Autre exemple très classique, les services environnement et urbanisme dans les communes. Ici, comme exemple, j'ai pris la commune d'Etterbeek, et donc ils vont mettre en place toute une série de projets destinés pour les habitants de la commune d'Etterbeek, notamment sur le thème de la transition écologique dont vous parlait Monsieur Dans. Par exemple, ils ont mis un grand potager collectif près des rails de chemin de fer à Etterbeek, où ils vont travailler pour tout ce qui est la mise en place de la politique zéro pesticide, toute une série de projets zéro déchet, ou des projets liés à l'alimentation durable, par exemple dans les cantines des écoles, essayer de réduire la consommation de viande, d'avoir plus d'alimentation bio, etc., etc. Ou alors dans les services urbanisme, qui vont se charger des commissions de concertation, des enquêtes publiques et tout ce qui concerne les nuisances environnementales. Les diplômés en écologie sociale peuvent également travailler dans le secteur privé, même si c'est un peu moins fréquent que dans le secteur des ASBL ou dans le secteur public. Par exemple, les entreprises mettent en place des politiques environnementales, donc font du management environnemental, et ça leur permet d'obtenir le label écodynamique qui est discerné par l'administration Bruxelles Propreté. Bruxelles, par exemple, les banques, les grands hôtels, enfin, toute une série d'entreprises mettent en place des politiques environnementales à l'heure actuelle. Autre exemple dans le secteur privé, le secteur des fermes. Et ici, comme exemple, des fermes urbaines. On en voit de plus en plus des fermes urbaines qui se développent dans le contexte actuel. Ici, comme exemple au-dessus, une ferme urbaine verticale, Microflavor, qui cultive des micro-pousses, ici près de l'ancien site Bellevue, près du canal. Ou alors ici, le toit des abattoirs, Anderlecht, sur lequel l'entreprise BIC a installé une grande
fermes urbaines qui travaillent aussi en aquaponie. Je vais laisser la parole à mon collègue qui va maintenant vous expliquer comment ça se traduit en termes de compétences. Merci. Donc à présent, nous allons montrer comment, par quels outils, l'écologue social va aider l'usager, va aider le citoyen à s'approprier des pratiques qui sont meilleures pour l'environnement, comment il va accompagner ou elle va accompagner cette personne vers la transition écologique. Donc pour cela, ça demande un certain nombre d'outils que nous traduirons ensuite en termes de compétences. Donc la première chose, il s'agit d'une forme de travail social. Le but est ici d'émanciper les publics, et notamment, comme l'a précisé ma collègue, de s'intéresser à certains publics plus vulnérables pour lesquels la transition pourrait poser des problèmes plutôt matériels. Ça demande également, pour être capable de faire ce rôle d'intermédiaire, de jouer ce rôle d'intermédiaire, l'écologue social devra bien connaître les thématiques environnementales. Il devra intégrer une très forte dimension relationnelle dans son action. Donc, ce n'est pas lui qui réalisera des analyses dans un milieu, ça, ce n'est pas du tout le rôle de l'écologue social. Lui, au contraire, va vraiment servir d'intermédiaire avec la personne. Évidemment, il s'agira d'un travail de terrain. Très peu d'écologues sociaux font de la théorie pure dans leur profession. Et enfin, une marque de fabrique de l'écologue social, et je dirais spécialement aussi de l'écologue social comme nous le concevons à la HELB, c'est un très fort esprit critique. Donc vous savez qu'il y a énormément d'informations erronées qui circulent, notamment dans le domaine environnemental, et effectivement l'écologue social doit rester particulièrement éveillé dans ce domaine. Si je traduis cela en termes de formation, eh bien cette diapositive-ci vous montre quelles sont les composantes essentielles d'une formation pour devenir écologue social. Alors, je vous ai dit que l'écologue social devait connaître son milieu. Ça justifie donc d'avoir une dimension scientifique à la formation d'écologue social. Donc, notamment, non pas d'être un chimiste ou un physicien au sens large, mais d'avoir une connaissance de ce que c'est que l'environnement, vu sous l'angle biologique, vu sous l'angle chimique, vu sous l'angle des énergies, quelles sont notamment les transformations énergétiques et comment l'homme peut les utiliser. Ça demande de bien maîtriser également le pays dans lequel nous vivons, les régions dans lesquelles nous vivons, de comprendre la réalité physique des régions dans lesquelles nous évoluons. Ça demande également de maîtriser en quoi les épisodes de pollution pourraient impacter la santé. Donc d'où un assez fort volet scientifique, mais qui est loin d'être isolé dans cette formation, puisque le plat de résistance, je dirais, se trouve plutôt au niveau des sciences humaines et de l'intervention psychosociale. Et donc, notamment, nous avons à nouveau besoin de géographie ici, mais de géographie humaine. Nous devons maîtriser également en écologie sociale les institutions, le droit de l'aménagement du territoire et le droit de l'environnement, car effectivement, c'est ce qui va très souvent dicter ce qu'il est possible de faire en termes d'installation, en termes d'équipement urbain, en termes de mobilité. On doit avoir de très bonnes bases en urbanisme, avoir des bases en économie, parce qu'effectivement, des nouveaux modèles économiques sont un outil de l'écologue social, et d'être également capable de placer tout cela dans une perspective historique. Et bien sûr, l'écologue social doit être capable de construire des projets, doit être capable de les mener, doit être capable de négocier. C'est très important, notamment lorsque l'on rentre en guerre pour obtenir des logements. Il faut un véritable pouvoir de négociation et de persuasion pour arriver à libérer des logements pour des personnes qui en ont besoin. Ça demande également de gérer des conflits, notamment en matière de mobilité. C'est quelque chose de particulièrement connu en ce moment. Ça demande également de maîtriser la comptabilité. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une telle formation, nous ne formons pas des théoriciens, mais nous formons des praticiens. Donc, dans une telle formation, il faut un nombre important de visites sur des sites et surtout des stages de pratique dans des lieux d'exercice professionnel où l'étudiant pourrait plus tard exercer sa profession. Pour suivre un tel cursus, il y a actuellement un seul endroit en communauté française, c'est de suivre, le seul moyen de le faire, c'est de suivre un bachelor à la Haute École Libre de Bruxelles, à la HELB. Donc c'est la seule formation véritablement de ce type. Il existe d'autres formations en environnement, mais qui ne sont pas orientées sur les sciences humaines comme celle-ci.
Et une fois que vous avez fait un tel bachelor, vous pouvez également passer au niveau master en suivant diverses passerelles. Il y a des passerelles vers des masters en environnement dans certaines universités, mais vous avez également d'autres masters qui sont accessibles. Si cette formation en écologue social vous intéresse, si le métier d'écologue social vous intéresse, vous pouvez nous contacter, vous pouvez trouver des informations sur le site internet de notre école. Vous pouvez également contacter notre secrétariat, par exemple pour suivre des cours ou vous inscrire si vous souhaitez déjà vous inscrire. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, alors je me présente, je suis Marielle Héritier et je suis coordinatrice de cursus au sein de la section ergothérapie à la Haute École Libre de Bruxelles, l'HELB. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce métier méconnu qui est l'ergothérapie. Alors, en fait, nous travaillons principalement avec des patients, en tout cas des personnes qui vont se retrouver en difficulté dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire que le but de l'ergothérapeute, en fait, c'est d'amener un maximum d'indépendance et d'autonomie dans les activités de la vie quotidienne de nos patients. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir finalement un maximum de satisfaction à vivre dans leur quotidien, avec une incapacité, avec un traumatisme, qu'il soit physique, psychologique, social, et pour pouvoir atteindre en tout cas cette indépendance et cette autonomie maximale, on peut aussi adapter l'environnement. Alors, pour vous parler d'une manière un peu plus pratique, en fait, l'ergothérapeute, il va principalement donc travailler avec des personnes qui vont se retrouver finalement en difficulté dans leur vie de tous les jours. Tant que ce soit par exemple au niveau du travail, au niveau de leurs loisirs, au niveau de la cuisine par exemple, au niveau de la toilette, au niveau de l'habillage. Donc on va vraiment essayer de toucher en tout cas toutes les sphères de la personne. Le but c'est quoi? Le but c'est que la personne finalement elle arrive à avoir une satisfaction dans sa vie de tous les jours. Et donc on est présent en tout cas sur relativement du long terme avec nos patients pour pouvoir en tout cas réussir à les réintégrer dans cette vie finalement qu'ils ont perdue suite à un accident, suite à une pathologie chronique, comme par exemple un cancer, et aussi suite à des maladies dégénératives type sclérose en plaques, ou bien des démences pour les personnes âgées, comme Alzheimer. On travaille donc tant avec des enfants qu'avec des adultes, qu'avec des personnes âgées. Alors au niveau enfant, on va un petit peu se situer tant au niveau par exemple des enfants IMC, infirme moteur cérébral, qui ont par exemple une hypoxie à l'accouchement, ce genre de choses, mais aussi finalement en école ordinaire pour pouvoir leur permettre finalement de réussir à travailler, à étudier avec des enfants qui peuvent avoir par exemple des troubles dyspraxiques, dyscalculiques. Et donc, on va pouvoir mettre, nous, en tant qu'ergothérapeute, des systèmes en place pour que finalement, l'enfant puisse s'épanouir dans sa vie au quotidien. Alors, la grande spécificité en fait de l'ergothérapie, donc ergothérapie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous ne nous occupons pas des ergots des poules, n'est-ce pas? Mais ergos en grec signifie travail. Et donc, c'est la thérapie par le travail. Alors, qu'est-ce que ça signifie pratiquement parlant? Eh bien, cela veut dire que nous allons mettre en place en fait des activités significatives pour le patient. Alors, quand on parle d'activités significatives en ergothérapie, ça veut dire que ce sont des activités qui, finalement, vont stimuler le patient, qui vont le motiver. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous allez avoir une personne qui s'est fait opérer d'une prothèse de hanche et qui va avoir un petit chien à la maison et qui va vouloir pouvoir finalement continuer à promener son chien. Et donc, nous allons travailler principalement en fait sur ce type d'activité pour que le patient puisse retrouver ses habitudes de vie. Donc, on essaye vraiment d'atteindre finalement cette indépendance, cette autonomie dans la vie quotidienne. Alors, quand on travaille plus avec des enfants ou des adultes, on va être plus sur une récupération évidemment des capacités. Pour tout ce qui est personnes âgées et par exemple tout ce qui est maladies dégénératives, on va être plus sur un maintien des capacités. C'est-à-dire que nous allons essayer que finalement la personne, elle perde le moins vite possible en fait ses capacités. Et donc, on travaille vraiment via le biais d'activités, donc ce qui fait qu'on a un panel très très large parce qu'on va tant travailler par exemple avec des jeux comme par exemple des jeux d'échecs ou des jeux de dames, avec de la plasticine, avec
avec des jeux vidéo, par exemple. On utilise de plus en plus la réalité virtuelle en ergothérapie. Et on peut aussi tout à fait retravailler en direct les activités de la vie quotidienne. C'est-à-dire que on va mettre en situation, par exemple, notre patient dans une activité cuisine et on va analyser un petit peu finalement comment est-ce qu'il s'organise, où sont ses difficultés, pour pouvoir finalement apporter notre aide et voir comment est-ce qu'on peut optimiser en tout cas la satisfaction de notre patient. Alors, l'ergothérapie travaille en milieu pluridisciplinaire la plupart du temps, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas seul avec son patient. Le patient va être entouré de différentes disciplines, comme par exemple un kinésithérapeute, une psychologue, une diététicienne, une assistante sociale, un médecin, des infirmiers, des aides-soignants. Et donc, l'ergothérapeute travaille vraiment dans cette équipe et finalement, la plupart du temps, au niveau des équipes en tout cas, on va avoir un objectif commun en fait pour le patient. Et chaque profession va finalement travailler dans le sens de cet objectif-là. Donc, au niveau, donc comme je viens un petit peu de vous l'expliquer, l'ergothérapeute va donc travailler dans... Allez, l'ergothérapeute va travailler principalement dans tout ce qui est milieu hospitalier, tant dans des services aigus, par exemple, que des services de revalidation, mais il peut aussi travailler dans des centres psychiatriques, par exemple, pour pouvoir accompagner la personne au niveau de la santé mentale, qu'elle apprenne à mieux gérer ses émotions, par exemple. Il peut aussi, donc, du coup, travailler dans des écoles, en cabinet, excusez-moi, dans des centres de revalidation. Et donc, on a vraiment un large choix au niveau de nos différents milieux d'intervention. Donc, comme je vous le disais, on travaille vraiment avec une population donc, qui est très, très variée, qui va de l'enfant à la personne âgée, et on va travailler vraiment sur tous les plans, là où le patient, finalement, va rencontrer cette situation de handicap. Donc, tant que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau psychologique, l'ergothérapeute peut intervenir. Au niveau du diplôme en soi, donc c'est un bachelor en ergothérapie, donc c'est 3 ans d'études pour pouvoir avoir le diplôme en ergothérapie. Et donc, comme je vous l'expliquais un petit peu, au niveau des débouchés, évidemment, vous pouvez travailler dans différents milieux, dans différents secteurs. Je dirais même qu'il y a un secteur en ce moment qui se développe de plus en plus, qui va être au niveau de la prévention. Et donc, on va avoir des ergothérapeutes aussi qui vont travailler au niveau de la prévention, par exemple, donc la prévention des chutes, la prévention au niveau psychiatrique, par exemple, aussi, comment finalement prévenir certains troubles. Et donc voilà, donc les milieux sont assez larges. Ensuite, avec votre bachelor, vous pouvez aussi avoir accès à certains masters pour pouvoir finalement recentrer, pour pouvoir aller plus loin, en tout cas, dans votre formation, plus dans la recherche, que ce soit un master en santé publique, par exemple, ou un master en sciences du travail. Ce sont des masters auxquels vous pouvez avoir accès avec le bachelor d'ergothérapeute pour avoir un master et donc un peu plus de recherche par rapport à ce métier. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par ce métier d'ergothérapeute qui, et je dirais, est assez extraordinaire, parce qu'on a cette chance-là finalement, comparé à d'autres professions, de pouvoir s'adapter à notre patient. C'est-à-dire que nous, on va travailler, donc en tant qu'ergothérapeute, nous allons travailler avec le patient. Et finalement, c'est lui qui va choisir comment est-ce qu'il veut travailler. Nous sommes simplement là finalement pour mettre en place l'activité, pour pouvoir l'adapter à notre patient, pour qu'il puisse progresser ou maintenir ses capacités. Et c'est pour ça que je trouve personnellement que c'est un des plus beaux métiers parce qu'on travaille vraiment en fonction des desiderata de nos patients. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez pas donc à contacter la Haute École et ce sera avec plaisir que nous vous recevrons pour pouvoir vous former en tant qu'ergothérapeute. Merci pour votre écoute. Au revoir.